L'opinion commune a tendance à faire du progrès une idée intrinsèquement de gauche et à ne voir dans la droite qu'un mouvement réactionnaire uniquement tourné vers le passé. Il est vrai que la critique du progressisme est une donnée très importante dans la pensée de droite, et elle est même bien souvent éminemment salutaire et nécessaire. Néanmoins, il me semble qu'il y a un danger dans cette posture, qui consiste à s'enfermer dans l'inaction à force de passéisme et laisser à la gauche le monopole du progrès, c'est-à-dire de l'idée de tout changement positif pouvant arriver dans la société. Loin de se complaire dans une vision idéalisée du passé, ne faut-il pas plutôt opposer à la conception romantique et égalitaire du progrès une autre vision du progrès, compatible, elle, avec les notions d'ordre et de tradition? C'est ce que nous verrons aujourd'hui, avec une référence majeure de la droite française, Charles Maurras, et sa critique du passéisme romantique. Pour exposer ces idées, je voudrais partir d'un petit texte de Maurras, aussi court qu'intéressant, à savoir 3 idées politiques. En effet, Charles Maurras est un auteur aussi connu que méconnu. Vu l'importance qu'il a eue dans l'histoire des idées politiques au XXe siècle, ceux qui ne le connaissent que de nom se le figurent sous les traits d'un doctrinaire aride et sec, uniquement obsédé par des questions politiques. Or, rien ne saurait être plus faux. Charles Maurras était d'abord et avant tout un homme de lettres, un amoureux de la beauté classique et un amoureux de la littérature. Et c'est justement en artiste, en écrivain et en poète qu'il s'est intéressé à la question politique. C'est ce qui fait son originalité et sa force selon moi, mais aussi parfois, je le reconnais, sa faiblesse par rapport à d'autres théoriciens de son époque. J'en veux pour preuve le texte qui va nous intéresser aujourd'hui. 3 idées politiques, sous-titrées Chateaubriand, Michelet et Sainte-Beuve. Il s'agit d'un des tout premiers textes politiques de Maurras, écrit en 1898, ou 98, c'est-à-dire 2 ans avant la fameuse enquête sur la monarchie. Maurras a alors 30 ans et écrit en critique littéraire, se saisissant de l'occasion à la fois du cinquantenaire de la mort de Chateaubriand, du centenaire de la naissance de Michelet et de l'inauguration d'une statue de Sainte-Beuve, survenant toutes les 3 la même année, pour revenir sur chacune de ces 3 figures littéraires et faire émerger une sorte de leçon politique à partir de chacune d'entre elles. Car Maurras est en effet d'abord et avant tout un génie critique, et sa critique est créatrice de valeurs et d'enseignements. Bien que très court, moins d'une 50aine de pages environ, ce texte occupe une place capitale dans l'œuvre de Maurras. Toute sa philosophie politique s'y trouve en quelque sorte ébauchée. Maurras a trouvé ici les idées et les intuitions qu'il approfondira ensuite dans tout le reste de son œuvre. Son but avec ce texte n'est pas d'élaborer une critique littéraire exhaustive et objective de ses écrivains, mais de partir de ce que ces écrivains représentent chacun pour les divers milieux de la France de son époque. Il résume son idée ainsi. La vieille France, c'est-à-dire la droite, croit tirer grand honneur de Chateaubriand. Elle se trompe. La France moderne, grosso modo la gauche, accepte Michelet pour patron. Elle se trompe à son tour. Mais ni l'une des 2 Frances ne nous montre un souci bien vif de Sainte-Beuve. C'est encore une faute. Un Sainte-Beuve peut les remettre d'accord. En termes moins sibyllins, il s'agit pour Maurras de dénoncer successivement les illusions passéistes de la droite et les illusions progressistes de la gauche, à travers les figures de Chateaubriand et de Michelet, pour proposer ensuite, sous le patronage de Sainte-Beuve, le dépassement de cette opposition. Il se livre d'abord en premier lieu à une critique psychologique et politique de Chateaubriand d'une grande férocité. Évidemment, les qualités artistiques et littéraires de Chateaubriand ne sont pas en cause ici. Mais Maurras croit déceler en lui un certain état d'esprit, un type psychologique et humain constituant le dévoiement de toute pensée de droite authentique. Maurras est peut-être excessif dans sa condamnation de Chateaubriand, je laisse les amateurs de son œuvre en juger, mais il me semble qu'il a identifié avec une grande justesse une des tares ou une des apories prégnantes dans la pensée de droite qu'il convient de corriger pour mieux avancer. C'est pourquoi j'ai décidé d'en parler aujourd'hui. Voyons donc en quoi consiste la critique. À première vue, la vive hostilité de Maurras à l'encontre de Chateaubriand peut paraître surprenante. Pour ceux qui ne connaîtraient pas ce dernier, Chateaubriand était un écrivain du XIXe siècle, s'étant illustré par un engagement en faveur du royalisme
et ayant participé au renouveau du catholicisme en France, après l'épisode révolutionnaire, par un livre majeur, Le génie du christianisme. A priori, un tel personnage aurait dû donc forcément plaire au futur théoricien de la monarchie qu'était Maurras. Or, c'est tout le contraire. La démarche de Chateaubriand doit être condamnée à ses yeux pour son attitude impolitique et pour son romantisme morbide, qui ne dénonce les ravages de la Révolution que pour mieux se complaire dans la nostalgie d'un paradis perdu. Toute son œuvre semble dirigée contre les idées de la Révolution, mais elle se délecte en fait des destructions causées par celle-ci, car Chateaubriand ne souhaite pas vraiment voir au fond le triomphe de ses propres idées. C'est pourquoi Maurras écrit « Si le génie du christianisme lui donne l'attitude d'un farouche adversaire de la Révolution, de fait, il en a été le grand obligé. » Et ensuite, avec une grande acuité psychologique, Maurras affirme « Il aima mortes et gisantes des institutions qu'il avait fuies dans le désert quand elles florissaient. Il leur donna, non point des pleurs, mais des pages si grandement et si pathétiquement éplorées que leur son éveilla par la suite ses propres larmes. » En d'autres termes, Chateaubriand se fait une idée tellement idéalisée, pure et parfaite du passé, que toute reconquête lui paraîtrait forcément insatisfaisante. Maurras lui reproche en effet, très concrètement, son attitude lors de la Restauration. Tant que la monarchie semblait perdue à jamais, Chateaubriand était son plus grand défenseur. Mais dès qu'elle sembla renaître, avec Louis XVIII et la Restauration après l'épisode napoléonien, Chateaubriand devint un des critiques permanents du nouveau roi, arguant du fait que la monarchie légitime avait cessé de vivre et qu'elle ne correspondait pas à ses attentes. La pensée politique de Chateaubriand est ainsi pour Maurras sans aucune consistance. Il exalte la monarchie légitime, mais ne souhaite aucunement son retour. S'il aime la monarchie, il ne l'aime qu'au passé, et non en vertu de certains principes traditionnels pérennes, de certains principes qui seraient encore valables pour l'avenir. Chateaubriand aime les ruines et se complaît dans leur contemplation. Voilà en quoi consiste toute sa pensée politique. Dès lors, Maurras jette un soupçon sur l'ensemble de ses critiques adressées aux idées modernes. Si la critique peut être évidemment profitable, et Maurras serait évidemment le dernier à le nier, une certaine forme de critique, virulente, nostalgique, romantique, constitue en fait un appel à plus de destructions encore. On condamne le temps présent en exaltant le bon vieux temps, mais on se réjouit au fond de le voir s'éloigner de plus en plus pour devenir une sorte d'image d'Épinal intouchable. À voir la façon dont Chateaubriand condamnait et craignait la démagogie et le socialisme, observe Maurras, on se demande en fait s'il ne l'appelait pas de tous ses voeux. Prévoir certains fléaux, les prévoir en public de ce ton sarcastique, amer et dégagé, équivaut en fait à les préparer, dit Maurras. Naturellement, vous vous en doutez, ces critiques dépassent largement la seule personne de Chateaubriand, et je vous invite à y réfléchir de votre côté. Quand on entend des gens répéter inlassablement que tout est perdu, que tout est foutu, qu'il n'y a plus rien à faire, que toute forme d'action, quelle qu'elle soit, est vaine, que nous ne retrouverons plus jamais notre grandeur passée, il est permis de s'interroger et de se demander si de tels discours ne sont pas le produit d'une sorte de joie morbide, d'un amour pour les ruines plus que pour les beaux édifices qui sont par définition longs à bâtir. Ne pourrait-on pas y voir une posture esthétique, un alibi commode et élégant pour demeurer dans l'inaction? En effet, quand le passé cesse d'être le réservoir de leçons et d'enseignements pour l'avenir, pour ne devenir qu'un objet de contemplation sinistre, nous entrons alors dans une impasse et dans la torpeur du manque de courage. Maurras écrit alors ces quelques lignes superbes et profondes qu'il convient de garder à l'esprit face à tous les discours faisant preuve d'un nostalgisme incapacitant. Assurément, ce noble esprit, si supérieur à l'intelligence des Hugo, des Michelet et des autres romantiques, ne se figurait pas le nouveau régime sans quelque horreur. Mais il aimait l'horreur. Je voudrais oser dire qu'il y goûtait, à la manière de Néron et de Sade, la joie de se faire un peu de mal, associée à des plaisirs plus pénétrants. Race de naufrageurs et de faiseurs d'épaves, oiseaux rapaces et solitaires, amateurs de charniers, Chateaubriand n'a jamais cherché dans la mort et dans le passé le transmissible, le fécond, le traditionnel, l'éternel. Mais le passé comme passé, et la mort comme mort, furent ses uniques plaisirs. Loin de rien conserver, il fit au besoin des dégâts, afin de se donner de plus sûrs motifs de regret. Ne voir dans le passé que ce qui est passé ne nous aidera pas dans le combat politique. Il s'agit bien plutôt, pour Maurras, de déceler dans les leçons politiques du passé un sol ferme sur lequel il sera possible d'édifier l'avenir. Chateaubriand incarne donc pour Maurras
l'archétype même d'un conservatisme insensé et dévoyé, sentimentalement tourné vers le passé, incapable de proposer quoi que ce soit de fécond pour l'avenir. Mais à ce sentimentalisme passéiste correspond un autre sentimentalisme, un sentimentalisme progressiste, que l'on retrouve cette fois en la personne de Michelet. Jules Michelet était un historien français du XIXe siècle, auteur d'une monumentale histoire de France et d'une histoire de la Révolution française, qui devint une des figures tutélaires de la Troisième République. Tous ses livres étaient enseignés à l'école républicaine, faisaient office d'autorité indépassable. Or, pour Maurras, loin d'être un esprit émancipateur, Michelet est le type même de l'homme possédé par le sentimentalisme, toujours esclave de son imagination. Il fit de la pensée et de la politique avec le cœur uniquement, et non avec la tête. Comme l'écrit Maurras, Michelet fit penser son cœur sur tous les sujets concevables. L'histoire des hommes, de la nature, de la morale, de la religion. Il crut connaître par le cœur les causes des faits, leur raison et leur sens humain et divin. Il eut même exercé son cœur à jouer aux échecs et à réduire des fractions, ajoute-t-il avec ironie. Par cette brève description, vous reconnaîtrez peut-être déjà tous ces gens qui, aujourd'hui plus que jamais, croient penser sérieusement alors qu'ils ne sont que dans le sentiment et dans le pathos moralisateur. Comme Michelet, ils élèvent jusqu'à la dignité de Dieu chaque rudiment d'idées générales qui passent à leur portée, et ces divinités temporaires sont, au gré du moment et toujours munies d'une lettre majuscule, la vie, l'égalité, le peuple, la justice, l'amour, le droit, la révolution, etc., etc. Et chacun de ces grands mots fait toujours face à un ennemi commun qui s'appelle, selon le besoin du moment, la mort, la haine, l'autorité, etc. Un aveugle se prenant pour un guide, voilà ce qu'est Michelet pour Maurras, reprenant une formule de Dante. Michelet ignore la raison pour ne se fier qu'à son seul sentiment, et la vision de l'avenir qu'il propose est une chimère tellement absurde qu'elle ne pourrait conduire qu'à un nouvel obscurantisme généralisé. Une fois encore, la critique de Maurras est terriblement actuelle. Ce qu'il écrit pour Michelet vaudrait encore certainement pour de nombreux défenseurs des idéologies égalitaires qui ont encore cours aujourd'hui. Je vous laisse mettre les noms que vous voudrez sur cette critique. Michelet moraliste ignore la raison, écrit Maurras. Politique, il n'en tient non plus aucun compte réel. Il crée un droit, et même un privilège au profit de la non-valeur. Il forge à tout néant des titres à la vie. Tout cœur d'homme lui apparaît, comme son cœur, l'asile des oracles et le temple des prophéties, choses divines, inviolables et incoercibles. Ce qu'il raconte et célèbre en 40 volumes, ce n'est pas l'histoire de la France ni du peuple français, mais les fastes de notre plèbe. Ce qu'il en exalte au-delà de tout, c'est deux passions, nullement particulières à ce pays et communes à toute masse populaire indiscrètement agitée. L'impatience de l'ordre et la furie de l'égalité. Le progrès que vante Michelet, à l'instar de tous les partisans de l'égalitarisme, n'en est pas un. Il n'est qu'une vaine illusion, génératrice de désordre, de destruction et d'abaissement de l'intelligence au profit de la sensibilité déréglée. C'est ainsi que Maurras, condamnant ces deux formes de romantisme, passéiste et progressiste, réactionnaire et égalitariste, propose de dépasser cette opposition en apportant un troisième terme, c'est-à-dire une conception rationnelle et ordonnée du progrès en accord avec l'idée de tradition à travers la figure de Charles-Augustin Sainte-Beuve. Sainte-Beuve n'est aujourd'hui guère connu, et c'est bien regrettable car il fut un des esprits les plus pénétrants du XIXe siècle. Critique littéraire et écrivain français, Sainte-Beuve exerça son intelligence et sa grande capacité d'analyse sur la plupart des sujets importants ou des personnalités littéraires de la France, qu'il exprima ensuite, notamment dans son œuvre majeure, Les Causeries du lundi, une somme impressionnante de portraits littéraires. Or, c'est justement pour cette capacité d'analyse impressionnante, pour cette capacité de toujours déceler le vrai au milieu des brumes de la sensiblerie, que Maurras vit en Sainte-Beuve un précurseur de sa propre méthode. Méthode que Maurras appela l'empirisme organisateur. C'est dans ce texte que ce terme apparaît pour la première fois. En quelque sorte, cette méthode consiste à analyser le présent à la lumière du passé pour prévoir l'évolution des sociétés et en tirer des principes d'action. Maurras la résume ainsi en une formule: c'est la mise à profit des bonheurs passés en vue de l'avenir que tout esprit bien né souhaite à son pays. Comme Chateaubriand et Michelet, Sainte-Beuve possédait une sensibilité exacerbée, mais il savait la maîtriser au moyen d'un esprit organique comparable à celui de Thomas d'Aquin. La comparaison
peut surprendre, elle vient d'Anatole France, que Maurras reprend à son compte, mais il ajoute néanmoins tout de suite après que chaque époque possède le Thomas d'Aquin qu'elle mérite. C'est ici un point capital dans la pensée maurrassienne qui n'a pas toujours été compris. Par ses condamnations répétées du romantisme et de la sensiblerie, on a souvent estimé que Maurras refusait ou méconnaissait les forces du sentiment. Or, ce n'est pas le sentiment que Maurras rejette en politique, mais bien plutôt le sentiment déréglé. Le sentiment qui prend une importance démesurée, le sentiment qui prend le pas sur la raison et sur l'observation. Le sentiment est évidemment fondamental en ceci qu'il décide d'une passion première, d'un engagement de départ, comme le désir de défendre son pays par exemple, mais comme le dit Auguste Comte, l'esprit doit toujours être le ministre du cœur et jamais son esclave. L'empirisme organisateur n'est donc pas un simple rationalisme desséché, ni un pur pragmatisme qui s'en tiendrait aux faits sans principe directeur. Le cœur, qui se met au service de la raison, est compris ici comme la volonté du positif, la tendance au bien, la tendance au meilleur. Un empirisme qui ne recevrait pas cette impulsion et cette direction de bonne volonté irait n'importe où, ferait n'importe quoi, indifféremment apte au bien et au mal. Mais à l'inverse, un simple désir du bien, sans analyse rationnelle des faits, ne peut qu'aboutir à l'échec. C'est pourquoi Maurras écrit qu'en politique, notre maîtresse, c'est l'expérience. Envers et contre tous les rêveurs qui préfèrent demeurer dans les nuées improductives de leur imagination, Maurras enjoint à toujours se référer à la politique et à l'histoire réelle, telle qu'elle se fait, et non telle qu'elle devrait se faire. Albert Thibaudet, un commentateur et un contemporain de Maurras, définit ainsi sa méthode. Observer des moments privilégiés, de belles réussites, se demander les causes de ce privilège et de cette réussite, les reconnaître, les aider et les susciter là où elles peuvent être sollicitées ou reproduites. L'analyse et la synthèse sont donc les deux mouvements que Maurras retient de Sainte-Beuve. Il s'agit tout d'abord d'examiner ce qu'il appelle les coups de bonheur, c'est-à-dire ce qui s'est produit de meilleur en politique, puis d'élaborer une science de la bonne fortune. La référence est ici clairement machiavélienne. Il y a au départ une sensibilité et un goût capable de reconnaître la beauté, puis s'y fonde un art de saisir l'occasion, ce que Machiavel nomme la virtu. Dans son petit essai, Mademoiselle Monk, Maurras définit la politique ainsi. Toute la politique se réduit à cet art de guetter la combinazione, l'heureux hasard, de ne point cesser d'épier un événement comme s'il était là, l'esprit tendu, le cœur alerte, la main libre et presque en action. Par l'empirisme organisateur, Maurras rejette les philosophies déterministes et fatalistes de l'histoire, qu'elles soient optimistes ou pessimistes. On peut tirer de l'histoire un ensemble de vérités politiques et de lois sociales, certes. On peut conclure que tel régime politique, par exemple, est supérieur à tel autre dans telle ou telle circonstance. Mais on ne peut jamais s'assurer de l'inéluctabilité ou non d'un événement. Car l'histoire est toujours ouverte, elle est le lieu par excellence de l'imprévu. Rationalisme et volontarisme sont les deux piliers sur lesquels est bâtie la pensée maurrassienne. L'intelligence détermine les conditions présidant au succès d'une entreprise et la volonté met en branle les forces nécessaires au renversement d'une situation. Son refus de tout pessimisme fait de Maurras un penseur atypique parmi les contre-révolutionnaires. Par exemple, il ne refuse pas l'idée de progrès en tant que telle, mais préfère lui redonner tout son sens en rappelant qu'il n'y a pas un progrès général du monde, mais des progrès. Le train du monde n'est pas une courbe ascendante, comme le pensent les rêveurs optimistes, ni une éternelle courbe descendante, comme le répètent inlassablement les déclinistes. C'est bien plutôt une ligne brisée, pense Maurras, avec des hauts et des bas, des moments de grandeur et des périodes de décadence, la décadence survenant quand on ne respecte plus les règles du succès. Mais si Sainte-Beuve lui apparaît comme le précurseur de l'empirisme organisateur, c'est en la personne d'Auguste Comte que Maurras reconnaîtra son véritable maître et auquel il consacrera une apologie en 1905. Sa conception du progrès doit donc être mise en relation avec les grandes sentences qu'on retrouve dans l'œuvre d'Auguste Comte, comme le progrès et le développement de l'ordre, ou l'amour pour principe, l'ordre pour base et le progrès pour but, ou encore plus simplement ordre et progrès, qu'on retrouve également sur le drapeau du Brésil depuis 1889. Le progrès, on le comprend bien, ne peut être pour Maurras que le résultat d'efforts continus et acharnés. De même qu'on progresse dans l'apprentissage d'une langue
en faisant des efforts constants, en respectant les règles de la syntaxe et de la grammaire, et qu'on régresse en délaissant l'étude et l'exercice de celle-ci, une nation, une civilisation, progresse quand son peuple s'astreint à se dépasser, et régresse quand il se laisse aller à faire n'importe quoi et à suivre les premiers mouvements de son humeur. Le progrès véritable ne va pas sans un ordre dirigeant tous les efforts fournis vers un but suffisamment haut et grandiose. Le progrès, conçu comme fleur de l'ordre, constitue donc le point d'aboutissement de toute évolution civilisatrice et non point une rupture révolutionnaire avec le passé. La tradition est ce qui est transmis de génération en génération. Or, le devoir de tout héritier n'est pas de conserver strictement ce qu'il a reçu, mais de le faire fructifier et mûrir. La véritable tradition est donc inséparable du progrès bien compris. Maurras nous enjoint donc à ne jamais désespérer sottement. Même quand tout semble perdu, qu'on ne voit pas à notre simple échelle individuelle d'issue à ce calvaire politique, rappelons-nous que l'histoire recèle bien souvent de divines surprises auxquelles nous ne pouvions nous attendre. L'enjeu de tout militant politique sera donc de guetter ces occasions et de se saisir d'elles quand le moment sera venu, afin de conduire à nouveau son pays vers l'ordre et le progrès. C'est ainsi qu'il faut replacer dans son contexte et comprendre cette citation fameuse de Maurras, si souvent répétée, mais qui peut encore nous inspirer. Je comprends qu'un être isolé, n'ayant qu'un cerveau et qu'un cœur, qui s'épuise avec une misérable vitesse, se décourage et tôt ou tard désespère du lendemain. Mais une race, une nation sont des substances sensiblement immortelles. Elles disposent d'une réserve inépuisable de pensée, de cœur et de corps. Une espérance collective ne peut pas être domptée. Chaque touffe tranchée reverdit plus forte et plus belle. Tout désespoir en politique est une sottise absolue. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aura appris des choses sur la pensée de Charles Maurras, qui mériterait vraiment d'être estimée à sa juste valeur aujourd'hui, indépendamment de certaines querelles partisanes complètement dépassées. Mais j'espère surtout que cette vidéo vous aura donné matière à réflexion sur cette notion de progrès conçue non comme antagoniste de la tradition, mais plutôt comme corollaire de celle-ci. Ensuite, même si j'ai essayé de montrer que Maurras ne méconnaissait pas les puissances du sentiment, comme on le prétend parfois, il n'en reste pas moins vrai que Maurras surestime peut-être un peu trop la force de la raison dans le combat politique. En tout cas, je vous en laisse juge pour confirmer ça ou non. Mais c'est pourquoi il me semble important de compléter sa doctrine par une pensée du mythe au sens sorélien, dont j'ai déjà parlé il y a quelques mois maintenant. Mais il n'en demeure pas moins que la pensée de Maurras me semble une base incontournable pour la refondation de toute doctrine politique cohérente. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à la partager, cela m'aiderait énormément dans mon travail, je vous en serais très reconnaissant. Et si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, eh bien vous pouvez le faire sur Telegram, Twitter et Instagram. Les liens sont en description de la vidéo. Et enfin, si vous voulez approfondir la pensée de Charles Maurras, je vous conseille de lire le texte que j'ai présenté aujourd'hui, Les 3 idées politiques, que Maurras a ensuite placé à la fin de son livre Romantisme et Révolution, qui comprend également L'avenir de l'intelligence, son apologie d'Auguste Comte, Romantisme féminin et Mademoiselle Monk. Et si vous appréciez la belle langue, je suis sûr que vous aurez grand plaisir à découvrir tous ces textes. En effet, Maurras, en plus d'être un penseur de grande classe, est également un superbe écrivain, chose que vous aurez peut-être ressenti à travers les quelques citations de cette vidéo. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt j'espère.